Bienvenue dans le podcast Psychonoclaste consacré à la psychologie, au développement personnel et au changement de vie. Je suis Jean-François Marmion de jfmarmion.com. C'est une opération du dos qui aurait dû représenter un soulagement et qui s'est soldée par une paraplégie. En 2014, à 59 ans, Nadalette Lafonta-Six a appris qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. Et pourtant, malgré la douleur physique et contre toute attente, aujourd'hui, elle marche. Et même, elle a profité de cette épreuve pour accomplir enfin la vocation qu'elle n'osait pas assouvir jusqu'alors. Elle écrit. Son témoignage, Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération, est sorti chez Fauve Éditions. Tu as l'âge que tu as et tu vas être malheureux. Tu peux vraiment faire le malin. Et pourtant, si tu savais comme on a besoin de peu de choses pour être heureux, et comme je voudrais pouvoir te donner la confiance sans limite que l'on doit à la vie. Bonjour Nadalette Lafonta-Six, merci d'être avec moi pour évoquer votre livre paru chez Fauve Éditions et qui s'appelle Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération. Roseau penchant et pas pensant parce que comme le roseau vous avez plié mais heureusement pas rompu. Et puis l'opération dont il va être question dans le livre était provoquée par une scoliose. Et donc, voilà, vous aviez une colonne penchée. Et on va évoquer tout ça et bien d'autres choses encore parce que sur la couverture du livre, il est marqué comment faire face à la peur, dire sa peine, sa colère et reprendre sa vie en main. Cette merveilleuse opération dont vous racontez l'histoire, c'est un peu un merveilleux malheur dont parle Boris Cyrulnik. C'est quelque chose qui devrait vous dévaster, mais dont vous parvenez à vous sortir tant bien que mal. Oui, Jean-François, en effet, maintenant, c'est une chance. C'est un bénéfice caché. Sur le moment, je peux pas dire que j'ai été complètement convaincue de la chance qui m'était offerte. Ça a mis un certain temps, les étapes normales pour accepter une situation difficile. Mais c'est vrai, je le reconnais aujourd'hui et j'en suis d'autant plus consciente que j'essaie de m'en nourrir et que je regarde la vie différemment. C'est une ouverture que cette épreuve, oui. Voilà, donc ça s'est passé fin 2014. Oui. Vous avez été opéré suite à un problème donc de scoliose qui durait depuis des années. Oui. Oui, en fait, j'avais une scoliose dégénérative depuis l'enfance, mais qui était une scoliose somme toute banale, comme on en a tous dans les 30-40 degrés. Sauf que pour des raisons qu'on évoquera peut-être dues à l'enfance, j'étais dans une optique de toute puissance et de déni de mon corps, et j'avais tellement de choses à faire que j'avais certainement pas le temps de m'occuper de moi-même. Ce qui fait que en 2013-2014, je suis arrivée à un point de rupture où j'en étais à 73 degrés de double courbure, ce qui est quelque chose d'énorme. Et en fait, l'étape d'après, c'est les petites vieilles qui passent le nez dans le trottoir à l'horizontale. Donc, c'était pas une option hyper sexy non plus. Donc 2013, ça allait mal, j'avais mal, bien que je ne le reconnaissais pas, j'étais difforme, bien que je ne le reconnaissais pas, j'avais perdu un certain nombre de centimètres et je me tassais, et puis à un moment j'ai dû aller voir un médecin, et là on m'a redit ce qu'on m'avait dit depuis 10 ans déjà, il dit madame, il n'y a plus qu'une solution, c'est l'arthrodèse de la totalité de la colonne, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de pratique, mais en fait, grosso modo, on vous ouvre du haut en bas dans le dos, et puis on met deux tiges de titane et on obade, on reboulonne le tout, et a priori on est tout droit, vissé comme Madonna un petit peu, mais en version un peu plus gore, vissé complètement des fesses à la nuque. Et normalement, tout se passe bien, et du moins c'est ce que m'avait dit le chirurgien en me disant, vous ressortez de là droite comme un nid. Oui, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais avant de venir à l'opération proprement dite, qu'est-ce qui vous faisait différer cette opération ? C'était la peur d'être opéré ou c'était le refus de reconnaître que quelque chose allait mal ? Dans un
premier temps, certainement le refus, je pense que je devais avoir 30-35 ans quand j'ai vu un premier chirurgien qui m'a regardé un peu comme un entomologiste en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, je vous opère et puis c'est circulé, il n'y a rien à voir. Et là, vous savez, j'ai pris mon bras et j'ai fait un signe absolument pas bien élevé et je suis partie en courant. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, je traînais cette menace avec moi, mais je la refusais. Et puis après, quand elle est devenue plus réelle, c'est-à-dire quand j'ai commencé à voir, même si je le déniais de toutes mes forces, et si j'avais toutes les stratégies dans le déni de façon assez excellente, il faut bien le reconnaître, tout en le déniant, à un moment, j'ai quand même été récupérée par le corps, et je marchais difficilement, je m'épuisais, etc. Et là, j'ai bien vu intellectuellement que la seule solution, c'était, il ne restait plus que l'opération. Mais là, ça a commencé autre chose, qui était la peur. Et la peur, elle est d'abord devant l'énormité de cette opération, qui est 10 heures d'opération, donc il n'y a pas d'opération à risque zéro. C'est sûr que c'est pas tentant. Et puis, symboliquement, cette intrusion dans mon corps était quelque chose d'assez insupportable. Donc, je ne cache pas que, à partir du moment où j'ai dit au médecin, bon, ok, il faut que j'y aille, on prend date, j'ai vécu les 6-8 mois d'angoisse totale, où j'aurais donné la terre entière pour pouvoir y échapper, mais sauf que je savais que je ne pouvais pas y échapper. Mais vous n'étiez pas toute seule aussi face à cette opération où il y avait votre mari, il y avait votre famille. Est-ce que eux, auparavant, vous poussaient à cette opération? Et quand vous étiez dans le déni des problèmes que posait la scoliose, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Tout le monde a été dans le déni, ça arrangeait bien tout le monde de toute façon, parce que j'étais une femme hyperactive qui organisait tout pour tout le monde, dans le boulot et dans la famille. Avec mes filles, elles étaient coucounées, parce que n'ayant pas été coucounées, je les coucounais vraiment autant que possible. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt un de vos podcasts sur je crois, le complexe de Tétis. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Moi, mes filles, je les ai tenues par le talon jusqu'à mon opération. Je peux pas le nier. Et mon mari avait épousé une femme active et on avait un mode de vie extrêmement indépendant et je pense qu'il était satisfait de tout ce que je mettais en œuvre, même si ça l'agaçait prodigieusement. Personne n'a eu envie de voir que j'étais difforme. C'est vraiment à la fin, ou quand ils ont vu que je ne marchais plus bien, que je me plaignais, etc., qu'ils ont dit oui, il faut te faire opérer. Mais je crois que une personne n'a eu conscience, mon déni était moi-même, le mien était tellement fort que personne autour de moi n'a eu conscience, même dans des amis très proches, que j'en étais à ce point-là. Alors bref, vous n'aviez plus le choix. À un moment, il fallait vraiment faire quelque chose. Et cette opération a eu lieu donc en octobre 2014. Et elle n'a pas tourné comme prévu du tout. Comment vous en êtes-vous aperçu ou comment vous l'a-t-on annoncé? Le 15 octobre 2014, je suis rentrée sur mes deux jambes, normal. Enfin presque, comme tout le monde. Mais le 16, quand on m'a réveillée, alors est-ce le 16, le 17, le 18, franchement, j'en sais rien, parce que j'ai été en réa pendant très longtemps, parce que quand ils se sont aperçus que j'étais paraplégique, ils ont réopéré, et donc après, il reste des épisodes un peu brumeux dans ma mémoire. Mais à un moment, le chirurgien m'a dit, vous savez, votre moelle a été lésée, ce qui pour moi était un concept assez ésotérique, et vous ne remarcherez plus jamais. Et là, c'est devenu beaucoup moins ésotérique. Il vous l'a annoncé comme ça de but en blanc. Brut de décoffrage. Bon. Brut de décoffrage et tout. Je crois que ça a été dans cet hôpital le plus gros. Alors, je ne peux pas dire accident opératoire. On n'a pas la preuve formelle qu'il y a eu une erreur médicale. Je ne sais pas si c'est un aléa thérapeutique ou une erreur médicale. Et en fait, aujourd'hui, on s'en fout parce que c'est pas mon propos. Mais en tout cas, pour l'ensemble du corps hospitalier, c'était un jour avec une pierre noire. Ça a été certainement le plus gros accident opératoire qu'il y a eu dans cet hôpital sur ce type d'opération. Donc tout le monde était catastrophé et tout le monde passait à mon chevet en se grattant la tête, des profs de neurologie reconnus dans toute la faculté, etc. Mais en me regardant comme un objet d'étude, pas comme un être humain. C'est-à-dire qu'on se grattait, on testait, on me pinçait, je vous passe les détails, mais on ne me parlait pas.
Ils sortaient de la chambre et ils allaient faire un conciliabule ensemble et on ne me rendait jamais compte de ce qui avait été partagé, de ce qu'ils pensaient qui pouvait s'être passé, de rien. C'est un truc complètement fou, cette non-considération du malade. Vous étiez un cas d'école, quoi. Ah, un cas d'école qui les embarrassait, mais les intéressait aussi. Mais on ne parlait, les couloirs ne bruissaient que de cette affaire. Et quand on me traînait dans une salle de kiné, je voyais bien que on me regardait comme le truc bizarre, quoi. Mais ça, je vous confirme, c'était assez bizarre. Et est-ce que le chirurgien ou quelqu'un d'autre a pris le temps de vous parler pour montrer de la compassion, pour s'excuser, pour... Non, parce que le chirurgien a été présent dans le mois qui a suivi l'opération et ensuite il est passé tous les mois, puisque j'ai continué à être réopéré à cet endroit, tous les mois faire le point avec moi. Alors oui, il s'est dérangé une fois jusqu'à la salle de kiné parce que je pouvais pas venir à lui et ça a surpris beaucoup les kinés, mais il n'y a pas eu de compassion, c'est-à-dire qu'il y a eu personne qui a pris le temps de m'expliquer, de discuter avec moi, de voir qu'est-ce qu'on pouvait m'apporter. Et alors quant à des excuses ou une éventuelle responsabilité, je ne parle pas de culpabilité, mais responsabilité, il n'en a jamais été question, jusqu'au moment où 1 an plus tard, j'ai eu la visite des 1 an, qui était pour moi une épreuve, j'étais sortie à l'époque de l'hôpital, mais était pour moi une épreuve psychologique intense. Donc je suis arrivée, il m'a reçu, il a regardé, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans le livre, il a regardé mon dos, il m'a dit opération parfaite. Et là, la colère m'a saisie, donc il m'a dit au revoir madame, j'ai dit non attendez, on n'a pas tout à fait fini, je me suis assise, donc il a dû s'asseoir, et là j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-moi. Et en fait rien n'a été dit. Et des femmes qui ont été opérées en tant que moi continuent 3 ans ou 4 ans après à avoir une visite annuelle avec ce chirurgien. Moi, il n'a pas particulièrement envie de me voir. D'ailleurs, la réciproque est vraie. Hein. Et est-ce que vous avez été tenté par un recours légal? Pas tant que ça, en fait, parce que j'ai un certain nombre de croyances et je pense que... Alors, il y a plusieurs éléments. Oui, le handicap est fort, et oui, il y a dommage, et par conséquent, dommage, qui veut dire dommage et difficulté à vivre, demande une compensation financière. Maintenant, la compensation financière, il y a 2 façons de l'obtenir. Soit l'obtenir devant des tribunaux en assignant le chirurgien, et ça, on passe par des années et des années de procédures. Les experts, j'en ai rencontré, puisqu'on avait par ailleurs une assurance accident de la vie, j'en ai rencontré. La rencontre avec un expert, c'est pas un grand moment de plaisir, parce qu'en fait, le rôle de l'expert, c'est de déterminer où vous en êtes, et par conséquent de voir toutes les raisons pour lesquelles, finalement, vous n'allez pas si mal. Donc, ils vous disent, avant, vous étiez peut-être handicapé. Ah non, mon bon monsieur, vous voulez que je vous sorte des photos en maillot? J'avais l'air quand même beaucoup plus normal que maintenant. Donc, c'est un processus qui ne permet pas de faire son deuil parce que on vous ramène à la culpabilité, on vous traite à moitié d'escroc, on n'est pas d'accord sur les diagnostics, on vous dit oui, mais à votre âge, vous comprenez, la douleur, par exemple, le préjudice esthétique, il compte pas. Merci, mon gars, mais à 60 ans, il n'y a pas un permis de jeter, tu vois. Donc, c'est assez difficile comme truc. Et au bout d'un certain temps, ayant fait du côté assurance ce que je devais faire, je me suis dit que j'allais pas continuer dans ce sens parce que j'allais encore gâcher ma vie à vouloir la gagner. Donc je vais lâcher l'affaire parce que en fait, moi ma réparation, elle est très personnelle, elle est d'avoir écrit ce livre qui je pense honnêtement est plus enquiquinante pour la faculté et pour le chirurgien qu'un vrai procès. Et puis d'avoir le succès littéraire et puis le succès de partage que j'ai, de découvrir que j'ai la capacité d'écrire et qu'il ne faudra pas forcément une arthrodèse pour mon 2e livre. Donc non, je pense pas que je vais m'accrocher, bien qu'ayant des racines corse, à une vendetta éternelle. Ouais. Donc, si je comprends bien, non seulement il n'y a pas eu d'excuses ou de responsabilité reconnue, mais vous étiez suspecté de tirer un peu au flanc ou... Enfin, c'est le malade qui a tort, quoi. C'est le malade qui a tort. Alors, pas au départ, parce qu'au départ, en effet, ils vous voient tous dans un état tellement lamentable
ils vous disent quand même, il y a des choses hallucinantes, parce qu'ils m'ont quand même, la rhumatologue qui me suivait est quand même arrivée un jour dans ma chambre en me disant, vu l'état où vous êtes aujourd'hui, où vous allez rester, il va vous falloir des moyens. Et globalement, c'est pas ce que je pense être de l'empathie et de la compassion de la part d'un médecin. Mais bon, c'était assez affolant. Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on est stabilisé, c'est-à-dire que les gens voient qu'on n'est plus en fauteuil roulant, que on marche avec un déambulateur, on n'a pas l'air au top de sa forme, mais on n'est pas non plus en train de chouiner toutes les 30 secondes. Et puis, j'ai la personnalité que j'ai, c'est-à-dire que je ne demande pas la pitié. Les experts que j'ai pu rencontrer n'avaient ce me semble, qu'un but, c'est-à-dire de dédouaner leurs collègues et experts et chirurgiens, de dire écoutez, c'est la faute, t'as pas de chance. Oui, vous êtes pas bien, vous allez faire avec, mais au fond, est-ce que si vous vous étiez fait opérer plus tôt ou si vous n'aviez pas eu cette scoliose si forte, l'opération aurait été moins dangereuse. Donc c'est des trucs absolument aberrants. Bon, toujours est-il que vous vous retrouvez donc paraplégique après cette épreuve. Comment on réagit les premiers jours? Est-ce qu'on est sonné? Est-ce qu'on veut se battre? Est-ce qu'on baisse les bras? On a envie de mourir? Sonné, on a l'impression qu'il y a la vie de quelqu'un d'autre dont on est en train de parler, mais que c'est pas possible. Et j'avoue que dont je suis à peu près certaine, c'est que je n'y ai jamais cru. Ça m'a semblé juste de la fumisterie de penser que je remarcherais jamais. C'était pas possible. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Et lorsque vous montriez l'idée d'essayer de marcher malgré tout un jour ou l'autre, est-ce qu'on vous disait oui, vous avez raison, il faut croire, ou est-ce qu'on vous sous-entendait que de toute façon non, vous faites des idées? Non, parce que en fait, dans les premiers mois, j'étais dans un tel état parce que les jambes ne réagissaient pas du tout. C'est-à-dire qu'on les testait tous les jours, partout, et il y avait des muscles totalement aux abonnés absents. Et puis, très clairement, j'arrivais pas à uriner, je pouvais pas aller aux toilettes, je pouvais pas me doucher seule, etc. Que pour eux, ils n'ont pas. Enfin, ils m'ont dit oui, il y a un an et demi, vous allez récupérer quelques fonctions, mais je pense que personne ne pensait que j'arriverais à revivre comme je revis aujourd'hui. Non, ils n'avaient pas confiance sur ce que me réservait l'avenir. Ça, c'était clair et net dans les regards de tout le monde. Et puis, indépendamment de l'annonce qu'on a dû vous faire, il y a aussi l'annonce que vous avez dû faire à votre entourage. Et puis aussi, vous êtes passé par Facebook à la fin du mois d'octobre pour informer les gens. Mon entourage, c'est mon mari, je pense, qui a pris le choc en premier, parce que le chirurgien a dû lui parler. Donc, il a dû en informer les filles, mais probablement de façon, avec beaucoup de prudence, pas leur dire, écoutez, votre mère est paraplégique, elle ne remarchera pas. Je pense que ça n'a jamais été dit comme ça. Et puis moi, j'avais, à partir du moment où j'ai repris à peu près conscience, donc à partir de je pense, décembre, en effet, je suis un animal social, donc j'ai un gros réseau d'amis, de relations, etc. Je travaillais à l'international, donc des gens dans des pays étrangers. Et puis à un moment, comme en effet je suis pas trop niaise sur les réseaux sociaux, je me suis dit que j'allais recommuniquer et que c'était aussi une façon à la fois de rassurer mon entourage, aussi économiquement d'être en contact avec eux parce que j'avais juste pas envie d'avoir 15 000 coups de téléphone pour raconter la même histoire. Et puis aussi une façon de m'ancrer, de dire non, écoutez, ne m'enterrez pas trop vite, l'histoire est pas finie, voilà où j'en suis, j'y crois encore, voilà. Alors vous avez passé des heures et des heures chez le kiné, hein. Par exemple, il y a un moment vous dites que vous êtes de 10 à 16 heures. Donc voilà, 6 heures chez le kiné, et vous dites aussi que vous méditez. Oui, j'avais fait beaucoup de parcours différents avant, depuis probablement une dizaine d'années avant mon accident. Bon, j'ai mon master en PNL, j'avais fait des séminaires de méditation, etc. Et
Et quand je me suis trouvée à l'hôpital, en fait, les journées sont très longues. En effet, je suis pendant 10 heures sur une table de kiné, mais je ne suis pas dans un exercice intensif. C'est des trucs minuscules et la plupart du temps, c'est pour me reverticaliser, pour aller de la position allongée à la position quasi debout. Et ça prend déjà 3 mois et puis c'est millimétré, parce que sinon je fais un malaise. Donc le temps était long, je pouvais ni lire ni écrire parce que j'en avais pas la capacité intellectuelle, ni la force. Et en fait, comme il n'y avait pas d'internet, le seul truc que j'avais, c'était mon téléphone portable et merci Derek Chopra. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai découvert, grâce à une amie, ces parcours gratuits de 21 jours de méditation qu'on peut accéder à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur, mais là, dans mon cas, un téléphone. Et chaque fois qu'il y avait un parcours de Derek Chopra, les 20 minutes de méditation qu'il proposait, je les faisais chaque jour, plusieurs fois par jour, et ça me permettait de me calmer, de revenir à un plan plus serein de respiration physique, de gérer aussi mes angoisses. Donc j'ai été absolument, je suis rentrée dans une pratique assez régulière et intense de méditation, qui était la seule qui m'était possible d'ailleurs. Et puis parmi l'arsenal de Chopra, pardon, excusez-moi. Oui. Et parmi l'arsenal que vous pouviez utiliser aussi pour essayer d'aller mieux, il était même question de vous administrer de la kétamine, c'est-à-dire un dérivé du LSD. Oui, absolument. En fait, à partir du moment où il y a douleur, c'est insupportable pour le médecin et c'est aussi insupportable pour la personne qui a la douleur. Sauf que que ce soit le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire la tremblote des jambes, que ce soit des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire le sentiment que les jambes vrillent et brûlent, ou des douleurs musculaires et osseuses, ce qu'on propose en antidouleur, c'est de la morphine, c'est des drogues dures, et en particulier pour les douleurs neuropathiques que personne ne sait ni traduire ni soigner, en fait c'est soit des antidépresseurs, et là c'est immédiatement perte de mémoire, maux de tête, vomissements, etc. Soit des traitements locaux assez efficaces qui sont d'une part de la kétamine pas en transfusion, enfin dans les veines, et soit du Cutenza qui est un piment de Cayenne sur le corps. Et en fait la kétamine, ayant peu de le goût d'être des médicaments, je me suis quand même tout de suite renseignée et j'ai vite découvert que ce qu'on ne disait pas à l'hôpital, notamment à l'ensemble des patients quand on leur faisait de la kétamine, c'est que c'est un dérivé du LSD. Et moi, rien contre à d'autres époques de ma vie, sauf que là, j'avais 60 ans et ce qu'on me proposait, c'était un truc qui était d'une sauvagerie intense. Et on m'a fait deux, trois perfusions de kétamine et en effet, ça a diminué les douleurs neuropathiques, mais c'est juste d'une violence psychique importante, puisque d'abord le trip est très agréable, et puis la descente est comme toute descente assez désagréable et déplaisante, et puis c'est un coup au corps et à l'esprit qui est important. Donc très vite, moi j'ai dit, on arrête les plaisanteries là, les douleurs neuropathiques, je vais vivre avec, je ne sais pas comment, mais je vais vivre avec, je vais trouver peu à peu des modes de gestion. Mais là, je veux pas. Et puis le Cutenza, ce qui est ce piment de Cayenne qu'on vous met sur le corps, c'est juste une rigolade parce que oui, je veux bien admettre que la douleur est quelque chose d'insupportable, mais a-t-on besoin de brûler quelqu'un qui souffre déjà pendant une demi-journée pour diminuer des douleurs? Je ne sais pas s'il n'y aurait pas, et je crois profondément qu'il y a d'autres moyens entre l'hypnose, entre la méditation, entre le FT, le MDR, tout ce que vous voulez, mais auquel la médecine est complètement réfractaire, ou du moins si elle n'est pas réfractaire et si elle dit qu'elle le comprend, elle ne le met pas en œuvre à l'hôpital. Il y a 1000 autres moyens pour ceux qui le veulent. Moi, je n'oblige personne à partager mes croyances, mais en tout cas pour ceux qui ne veulent pas de camisole chimique, de gérer la douleur.
Le problème de la camisole chimique aussi, comme vous dites, c'est qu'on est à la merci des effets du produit. Il faut attendre que ça s'estompe. Et là, vous étiez dans un corps, vous décrivez comme impuissante, embastillée, emmurée. Si en plus vous êtes tributaire d'un produit sur lequel vous n'avez aucune prise, ça renforce encore cette idée d'impuissance totale. Ça renforce l'idée d'un emprisonnement d'autant plus fort que la seule liberté qui me restait, c'était la liberté de mon esprit, que j'avais déjà de la peine à récupérer après 10 heures, après 2 opérations, 14 heures d'anesthésie, plus toute la morphine et tous les trucs qu'ils avaient dû me filer après l'opération. Donc j'étais en train de récupérer le seul bien qui me restait, qui était mon esprit, et il n'était pas question qu'on me revole ma vie. Oui, je pouvais avoir des crises d'angoisse, oui, j'avais des douleurs, c'était pas question qu'on me revole ma vie en me foutant sous antidépresseurs ou sous kétamine et qu'en plus je devienne un légume intellectuel. Donc j'ai dit non. Et ça a pas plu. Objectivement, ça a plu à personne. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez privilégié comme moyen pour soigner la douleur? Vous parliez d'hypnose, vous parliez de méditation. Qu'est-ce que vous avez utilisé d'autre? J'allais dire, je fais des tas je fais des espèces de cycles de trucs parce que la douleur elle est toujours présente aujourd'hui. Mais en effet, en ce moment, je fais de l'hypnose et je fais de la méditation. Il y a d'autres moments où il y a des moyens physiques qui sont un truc qui s'appelle le chant de fleurs. C'est des espèces de picots genre tapis de fakir. Et quand on met son corps dessus, bon, ça fait ce que ça ferait un fakir, c'est-à-dire que ça fait mal. Mais après, ça réinjecte un certain nombre d'hormones et d'oxygénation du sang, donc la douleur se calme. Je fais des massages, je travaille en développement personnel et spirituel avec une femme qui s'appelle le docteur Catherine Henry Plessier et depuis 3 ans je suis un parcours avec elle en groupe, bon, qui est très demandant pour quelqu'un d'handicapé, mais en même temps c'est assez intéressant d'être avec d'autres gens valides et de se confronter. Et puis, ça me fait retravailler des choses dans le domaine du psy, qui sont jamais inutiles. Et puis, je me baigne, par exemple, dès que je trouve une mer chaude ou une piscine chaude, je barbote, parce qu'en effet, je sais que maintenant que j'ai repris un peu plus la pêche, je sais qu'il faut, par exemple, cet hiver, j'ai complètement régressé parce qu'entre la neige et la pluie, personne pour me sortir puisque je peux pas sortir seule dans la rue, je marchais plus assez. Bon, aujourd'hui, je m'oblige à marcher plusieurs heures par jour, dès qu'il fait beau, je reprends un déambulateur, ce que j'exècre, mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour marcher seule. J'essaie d'aller à la piscine, j'essaie de refaire du vélo statique quand je peux, enfin bon, tout est bon. Et au bout de combien de temps vous avez déjoué les pronostics en vous tenant debout, seul? Je marchais avec un déambulateur, mais en m'accrochant au déambulateur en mars 2015, c'est-à-dire 6 mois après mon opération, mais comme un Walking Dead, hein, c'est-à-dire un pas devant l'autre. Hein. Ouais. Pas top. Et disons que je vais bien mieux. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui capable, dans la maison, de circuler avec une canne et je demande d'aide à personne, ni pour me doucher, ni pour me coucher, ni pour me... j'ai trouvé des moyens de me coucher, d'attraper mes jambes pour mettre mes chaussures. Enfin bon, rien n'est facile. Mais maintenant, je suis quasiment autonome et je marche pas trop mal. J'allais dire, ça fait 1 an et demi. Et ça, lorsque vous avez commencé à déjouer leurs pronostics, est-ce que les médecins ont eu une réaction particulière? Non, parce qu'ils n'ont pas envie tellement de me revoir. Bon. Ah oui. Donc je ne sais pas quelle est leur réaction parce que objectivement, je n'ai pas revu le chirurgien et le médecin qui me suit dans cet hôpital une fois tous les 6 ou 8 mois. Est content, mais on n'a pas envie de repasser sur le passé. Mais indéniablement, oui, j'ai déjoué leur prognostic. En même temps,
Je souffre aujourd'hui plutôt de douleur et de handicap, mais d'handicap invisible. C'est-à-dire quand on me voit, on se dit, vous me voyez passer dans la rue au bras de mon mari avec une canne à gauche, et c'est ce qui m'arrive à Paris. On se dit, tiens, elle s'est cassée la gueule, elle a une entorse. Donc les gens arrivent, me voient ou me voient pas, mais en tout cas ne se poussent pas, et pour peu qu'ils soient le nez sur leur téléphone, ils me rentrent et ils shootent dans la canne sans problème. Mais probablement, je ne tire pas la pitié. Et le regard des autres, des inconnus ou même des amis qui vous voyaient provisoirement incapable de marcher, c'était quoi? C'était maladroit, c'était touchant, c'était énervant? Non, c'était touchant plutôt. Dans la majeure partie des cas, quelques-uns de mes amis m'ont dit, écoute, non, on n'est pas capable de faire face à ça, on vient pas te voir, ou sont revenus 1 an ou 1 an et demi après, plus d'ailleurs parce que je les ai recontactés en me disant, écoute, on est complètement désolé, tu dois nous en vouloir. Je dis, non, pas du tout, j'avais pas le temps de vous en vouloir. Mais les gens au départ étaient touchés, étaient violemment émus. Après, maintenant, ils sont tous dans l'hyperpositivité, c'est-à-dire que quelqu'un qui m'a pas vu depuis une semaine va me dire, bah, tu vas beaucoup mieux, tu marches mieux. Globalement, rien n'a bougé depuis 1 an et demi. Mais ils ont besoin de se réassurer avec ça. Donc on me dit, écoute, vraiment, t'es beaucoup plus en forme. Tu marches beaucoup mieux, tu tiens beaucoup plus mieux. Bon, si ça leur fait plaisir, ça me gêne pas. Hein. Mais c'est plutôt gentil. On dit que ce genre d'épreuve vous force à faire le ménage dans votre vie, vous vous débarrassez de gens ou d'habitudes qui vous sont superflues. Ça a été le cas par la force des choses pour vous? Non, j'ai perdu des gens. Bon, voilà, c'était pas bon. Il y a des pertes dont j'ai été très surprise et voire blessée et même triste. Mais bon, après nous le déluge. Par contre, là où j'ai changé, c'est moi. Et je pense que c'est ça qui est important, parce qu'en fait, changer l'autre, on peut toujours espérer, mais se changer soi, c'est quand même une vraie chance. Et c'est vrai que j'ai changé ma façon de réagir vis-à-vis de moi, de m'imposer des contraintes, d'être toujours dans Madame Plus, Madame Parfaite, c'est pas assez beau, c'est pas assez bien, j'ai pas fait assez, je fais ceci, cela, ça c'est terminé. J'arrête de me mettre des contraintes, qu'elles ce soit celles des autres ou des contraintes sociales. Je fais attention à moi, je sais que j'ai un rythme qui est plus lent et je le respecte. Je suis aussi plus tolérante vis-à-vis des autres, parce que comme je suis moins exigeante vis-à-vis de moi-même, ça me fait lâcher vis-à-vis des autres, et je n'attends pas d'eux ce qu'ils sont pas capables ou ce qu'ils n'ont pas envie ou ce qu'ils ne peuvent pas donner. C'est-à-dire que ils sont comme ils sont, c'est comme ça, je fais avec ou alors je fais pas, mais c'est pas ça, j'ai changé de moteur. C'est-à-dire que vous avez davantage d'acceptation de ce que vous êtes et de ce que sont les autres? J'ai beaucoup plus d'acceptation de ce que je suis, je me réjouis beaucoup plus de tout ce qui se passe chaque jour, ici et maintenant, vraiment. C'est-à-dire que je vis plus en référence au passé, et je vis encore moins en référence à l'avenir. Je suis contente de ce qui se passe et vraiment j'en profite intensément. Par exemple, le succès de ce livre, Le Roseau Penchant, c'est quelque chose qui me nourrit, mais aussi je suis extrêmement reconnaissante vis-à-vis des journalistes, reconnaissante vis-à-vis des gens qui aujourd'hui m'invitent dans des conférences pour parler de la résilience, pour parler de ce parcours, pour parler de comment on résiste et comment on passe l'épreuve. C'est très chouette. Et aujourd'hui, je suis contente d'être avec vous. Je suis contente parce qu'il fait beau dehors et que j'aperçois l'Atlantique au bout. J'ai des passages à vide, mais je me laisse pas entraîner dans ces passages négatifs, alors qu'avant, j'aurais été beaucoup plus chouineuse. Ouais. Et puis surtout, ce que ça a changé aussi, c'est que vous êtes mise à écrire. Si je me souviens bien, c'était d'ailleurs dans l'argumentaire du service de presse, je l'ai pas sous les yeux, mais de mémoire, c'était est-ce qu'il faut attendre d'être handicapé pour se mettre à écrire, c'est ça? Est-ce qu'il faut attendre 60 ans pour se mettre à écrire? Aussi. En fait, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, parce qu'à 18 ans, j'avais envie d'aller plus vers du journalisme, de l'écriture, et puis cette enfance maltraitante a fait que j'ai pensé que je me sauverais plus vite si je gagnais très bien ma vie, et que par conséquent je suis rentrée dans une surcompensation professionnelle. Et puis la vie se faisant, j'ai fait tellement de trucs dans ma vie professionnelle, mes enfants, les copains, des voyages, la fiesta, que je me suis jamais posée avec le courage et le temps d'écrire. Et puis peut-être que j'avais peur d'échouer ou peur de réussir ou un sabotage familial, je sais pas.
Toujours est-il qu'à un moment, je me suis retrouvée, après cet accident, à peu près 1 an et demi après, en train d'écrire ce sacré rapport pour justement les assurances, pour leur dire quelles étaient mes doléances. Et ça, c'était très factuel et c'était pas marrant. Et puis, de fil en aiguille, je suis partie vers des brèves d'hôpital, qui sont pas d'ailleurs forcément plus marrantes. Et puis, sur le ressenti, sur comment ce système entier, qui est la famille, qui est les amis, qui est l'hôpital, interréagit, comment on vit là-dedans, comment c'est les autres, le couple, la famille, les amis, la maison, l'extérieur, la ville. Tout ça, ça s'est entremêlé. Et puis à un moment, il y a eu comme un écho, et je me suis dit, mais en fait, on m'a de nouveau emprisonnée. Et j'ai compris que ça venait en écho à mon enfance. À ce moment-là est sorti le texte sur mes parents qui était de dire, ben voilà ce qui s'est passé dans mon enfance. Voilà pourquoi, avec ces croyances, je suis allée dans la toute puissance et je me suis pas respectée, j'ai pas entendu mon corps. Et maintenant, il est temps juste de changer de croyance puisqu'elles ne me servent plus et de réaliser mes rêves. Et le rêve d'écrire qui était bien plein, bien actif à ce moment-là. J'ai regardé, donc il y a 1 an et demi, j'ai regardé ce que j'avais écrit et je me suis dit, là, ma fille, t'es dans la merde. Et donc j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, écoute, je crois qu'il faudrait que tu lises ces 100 pages parce que c'est important, en me disant s'il va péter un joint là. Et non, pas du tout, il a été formidable, parce que c'était pas forcément aimable pour toute la famille, etc. Puis pas facile de voir la vie devenue publique. Et il a dit, non, c'est formidable, c'est vachement bien écrit, continue, et fais-toi éditer. Ensuite, bon, j'ai vérifié que mes filles pouvaient supporter la chose, parce que ça c'était très très important. Ensuite, j'ai balancé 20 manuscrits à un éditeur, enfin à 20 éditeurs, et Fauve m'a très vite répondu, et 3 ans, jour pour jour, puisque je me suis fait opérer le 15 octobre 2014, le 15 octobre 2017, j'avais entre les mains le premier exemplaire du Roseau penchant. Donc je ne sais pas s'il y a un destin, mais moi je commence à y croire. El Fatum. Et donc c'est pour ça que cette opération est qualifiée de merveilleuse dans le sous-titre, c'est parce que ça a fait au moins éclore cette vocation. Au départ, c'est pas pour ça qu'elle a été. Dans le sous-titre, moi, le titre provisoire, j'avais dit ma merveilleuse opération parce que quand j'avais demandé au chirurgien de me donner les coordonnées de quelqu'un qui avait eu cette opération, il m'a donné les coordonnées d'une Italienne, donc je peux pas vous le dire en italien parce que je parle pas italien, mais tout ça a été traduit à travers un Skype. Et quand j'ai eu cette femme au téléphone, elle m'avait parlé de à l'italienne avec en face de sa merveilleuse opération qui lui avait sauvé la vie, elle. Donc, ma première intention dans le sous-titrage, oui, c'était franchement ironique, voire un peu cynique. Mais maintenant qu'on le dit, peut-être. Est-ce que pour autant, je suppose que, enfin, vous n'en êtes pas à vous féliciter, à vous dire, ah, tant mieux, finalement, tant mieux. Non, je suppose que non. Voilà, mon cerveau fonctionne encore, je me dis quand même, je ne m'en veux pas, mais ma fille, t'aurais pu peut-être gérer la situation plus intelligemment si vers 30-35 ans, t'avais géré ta scoliose, et puis t'étais pas forcé non plus de te mettre dans cette course professionnelle et sociale intense, puisqu'il y avait d'autres choses qui t'intéressaient, que tu n'y trouvais pas ton compte ni intellectuellement, ni personnellement, ni spirituellement, il y avait probablement d'autres voies pour toi. Maintenant, on va pas avec des si, on remet pareil en bouteille et puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc aujourd'hui, je suis là, je suis dans cet état. Il est quand même pas dramatique. Il y a des gens dans des états bien pires, je vous rassure. Et puis, c'est vachement bien quand même. Est-ce que vous auriez fini par écrire sans ça ? J'en sais rien. Parce que en fait, j'avais vraiment peur de. Mes croyances d'enfance, c'était de dire j'ai même pas mal, on peut pas me faire mal. Je me tais parce que je m'étais rendu compte que la façon dont je pouvais passer entre les gouttes dans ma famille, c'était en la fermant. Donc j'étais très très bonne là-dessus. Et puis de toute façon, je vous emmerde, je suis toute puissante. Je me débrouillerai toujours. Et ça, j'ai toujours cette croyance quelque part en ma capacité de me dépatouiller. Sauf que je sais que je ne peux pas me dépatouiller partout, que je suis plus toute omnipuissante et
capable de tout. Et ces croyances, je les ai lâchées, et du coup, je sais que j'ai pris le risque d'écrire, parce que quand j'ai envoyé mon manuscrit chez les éditeurs, j'avais pas un contact chez eux, je savais pas du tout comment ça allait se passer, et vous savez que c'est pas une partie de plaisir d'envoyer un manuscrit. D'abord, vous avez la trouille, et puis en plus, il y a pratiquement pas de réponse. Oui, et puis on est jugé, hein. Soit on est jugé, soit on est ignoré, oui, le plus souvent. Voilà, et puis jugé, jugé, j'ai eu 2 retours de 2 très grands éditeurs qui ont été plutôt chouettes. L'un m'a dit que c'était un trop gros risque pour lui parce que aujourd'hui le monde de l'édition, mais un truc très détaillé, le monde de l'édition était dans une problématique économique où on ne pouvait pas prendre de risques sur des auteurs inconnus et sur des sujets improbables. Et puis l'autre m'a dit que je n'étais pas allée, et d'ailleurs j'ai tenu compte dans la dernière réécriture de ses remarques, que je n'étais pas allée assez vers l'universel, ce que je peux entendre. Et bon, j'ai pris vraiment extrêmement bien ces rejets qui étaient positifs. Et puis, pour le reste, après... Mais par contre, c'est vrai que quand vous mettez un bouquin sur la place publique, d'abord, le jour où vous avez lâché le dernier manuscrit, que vous avez donné votre bon à tirer, vous avez exactement l'impression d'être à la veille d'un accouchement. C'est une trouille monumentale de ce qui va arriver. Et puis, dans les lecteurs, j'ai heureusement plutôt des retours de lecteurs favorables. J'ai eu 1 ou 2 retours de lecteurs et de critiques pas agréables, que j'ai très bien digéré objectivement, mais c'est vrai que s'il y avait eu que des retours négatifs, ça aurait été très bouleversant. Donc c'est un risque. C'est un risque, mais maintenant vous êtes en train d'écrire autre chose, sur quoi ? Et non, parce que maintenant je suis une femme sage qui profite de l'instant. Donc pour l'instant, je suis dans la promotion de ce livre, dans ce qui en découle en termes de conférences, etc. Et grosso modo, il est sorti à fin 2017, donc je me dis que jusqu'à cet été, je vais continuer à ce rythme-là en profitant de l'instant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Et puis après, oui, je vais écrire. Et comme je ne me fous plus la pression, je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas comment, je sens bien qu'en moi, ça travaille. Bon, ça j'en suis bien consciente que ça commence à frétiller, vous savez, comme à la pêche. Ça mord. Ouais. Ça mord. Mais pour l'instant, je reste en méta par rapport à tout ça et j'attends le temps du temps. Donc, si vous écrivez de nouveau, ce ne sera pas pour liquider un passé, ce ne sera pas pour vous occuper, pour anticiper un avenir, ce sera parce que l'instant présent vous poussera à le faire pour le plaisir. Pour le plaisir. Je pense que quelque part, qui je suis, ce qui me passionne, le développement, l'être, la relation, ça m'étonnerait que je fasse un bouquin de science-fiction parce que grosso modo, c'est l'être humain qui dans le présent qui m'intéresse et que j'aime et en fait c'est ça qui m'a intéressé dans mes carrières précédentes, c'est la relation. Donc ce sera certainement quelque chose autour de la relation entre les êtres et comment évoluer, mais non, ce sera pas une histoire personnelle. Alors j'aimerais aussi que vous nous parliez un petit peu de l'humour. Est-ce que c'est important dans ces cas-là ? Est-ce que c'est une arme ultime pour essayer de faire front vaille que vaille ? Est-ce que c'est toujours facile d'aller puiser dedans ? C'est un peu mon mode ça me définit un petit peu. Donc c'est vrai que quand je parle ou quand j'écris, il y a cet humour qui est toujours sous-jacent et qui peut-être à un moment de ma vie était une façon de me protéger ou de façon agressive. Mais là aujourd'hui c'est plus ça. Mais c'est simplement le fait de regarder les choses et de se dire tout n'est pas dramatique. Il y a des choses qui sont sympas, il y a des choses qui sont marrantes, et de voir l'aspect amusant des choses. Bon, là, par exemple, je fais une présentation le 22 mai à un forum qui s'appelle Jump, et quand j'ai reçu l'invitation de ce réseau féminin à faire un stand-up, je me suis dit quand même, stand-up et Jump, oui. Paraplégique. Bon, et ça, c'est une déformation d'esprit que
que je garderai toujours parce que c'est comme ça. J'aime bien ça. Bon, moi, ça me fait rire et j'ai envie de partager ce rire et de partager cet esprit qui fait que on va pas prendre tout au drame et au sérieux. Il y a des choses légères même dans les pires. J'ai quand même des souvenirs de m'être bien marrée à l'hôpital. Pas tous les jours, pas tout le temps. Oui, j'imagine. Et par exemple quand on allait dans cet hôpital, dans le grand bassin de rééducation, bon, il y avait un kiné qui était un type absolument charmant, qui mettait la musique à fond et on faisait du karaoké. On était lui et moi en train de faire du karaoké dans la piscine et de chanter. Il n'est pas question que je vous fasse ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que vos auditeurs n'ont pas mérité un truc pareil. Et je chantais Claude François jusqu'au bout de la nuit, pendant que je pétais de trouille parce qu'on me remettait à l'eau et que de toute façon, je ne savais pas si j'allais pas me noyer dans les 30 secondes. Donc ça, c'était des trucs qui me faisaient marrer. Je crois que j'ai une capacité de déconnade qui est quand même assez profonde et que je provoque peut-être, je sais pas, mais j'arrête pas. J'arrête pas parce que c'est une façon de donner aussi de la couleur à la vie, de donner des formes, de donner de trouver une histoire. J'adore les histoires. Du coup, vous en avez vécu une belle inattendue, mais vous disiez tout à l'heure que votre volonté de toute puissance, vous avez joué des tours, mais c'est peut-être ça aussi qui vous a permis de remarcher. Oui, mais pas dans la toute puissance comme avant. C'est-à-dire que c'était dans le désir de vivre et pas dans le désir de survivre. Et je pense qu'avant, pendant quand même 20 ans de ma vie, j'étais vraiment dans mon enfance m'a pas donné d'éducation, d'amour, d'attention, et malgré ça, et mon frère jumeau est mort à la naissance, je veux survivre, donc professionnellement, j'étais un bulldozer, hein. Pénible. J'ai bossé comme une dingue et j'ai adoré ce que je faisais. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec passion et j'ai vraiment été contente. Je renie pas aujourd'hui ma vie, hein. Elle me satisfait quand même pleinement. Je pense que il y a un certain nombre de choses où j'aurais pu évoluer psychiquement et moralement plus vite, mais bon, je sais pas la voie que j'ai choisie. Aujourd'hui, je suis là où je suis et c'est très bien. Et vous ne souffrez pas du fait d'être obligé de lever le pied, si j'ose dire, c'est-à-dire d'être moins dans la frénésie d'activité, là vous êtes obligé de vous poser littéralement. Je suis obligée de me poser, mais par contre, je me suis bien dit qu'il y avait des choses qu'il fallait pas faire. Par exemple, j'aurais pu certainement reprendre. Mon entreprise IBM aurait été forcée de me reprendre handicapée avec un travail adéquat. Hein. Mais je me suis dit, là, retourner dans le monde corporate avec un statut de handicapé, être invalide là où j'étais valide, me remettre en face du regard des autres dans cet état, c'est pas pour moi. Je me suis pas. Ça, je l'ai balayé. Donc, je sais que aujourd'hui, je suis pas aussi tonique et hyperactive que je l'ai été. Que par exemple, bon, je vais faire cette journée de présentation à Jump. Ben, la veille et le lendemain, je vais me reposer parce que je pourrais pas faire 15 000 trucs. Mais quand je me repose, j'écris et puis je fais des réseaux sociaux et puis je réponds à quelqu'un qui m'a parlé du bouquin ou je monte un coup. Je m'ennuie plus du tout. Hein. Je suis pas active de la même façon. En effet, je fais plus des fêtes de 100 personnes parce que la tendance d'une fête de 100 personnes, je sais plus la gérer. Et vous êtes toujours à pratiquer la méditation quotidiennement ? Oui, quotidiennement. Et je commence là, alors, ça fait aussi partie des choses que je mets en place, mais sans staccanovisme, c'est-à-dire j'essaie un certain nombre de techniques à un certain moment, et je n'essaie pas de tout faire. Bon, là, je réessaie de refaire les basiques du yoga, c'est-à-dire qu'en effet, les asanas, ça va pas être pour moi, mais je suis en train de travailler le fond du fond, qui est la respiration. Bon, j'ai du travail encore, hein.
mais là, j'y trouve un bien-être, et en effet, je redécouvre d'autres choses, et c'est intéressant. Et je regardais hier ou avant-hier l'émission de LCP sur le yoga et Stéphane Askel. Bon, c'est extrêmement intéressant, les pistes qu'il développe. Et est-ce que tout ça a changé votre entourage également? Est-ce que votre entourage aussi, en s'adaptant à votre rythme, est obligé de se recentrer sur l'essentiel? Mon entourage en souffre encore beaucoup. Je pense que mon mari, honnêtement, s'est pas remis d'avoir une femme désormais handicapée, et il vit presque mon handicap comme plus intense qu'il n'est en réalité. C'est-à-dire qu'il est quelque part resté figé au moment où j'étais vraiment handicapée, où il fallait me soulever les jambes, m'aider à me lever, me mettre sur un fauteuil roulant, alors que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il a été traumatisé par ça, il est fixé là. Mes filles, je pense qu'elles commencent, et le livre les a beaucoup aidées, à comprendre que peut-être, oui, j'ai un handicap, il va falloir l'accepter, mais qu'en même temps, ça ne veut pas dire que je suis finie. Donc, le livre leur a permis de voir qu'une mère handicapée, c'est pas une mère victime et en train de se lamenter. Donc là, elles sont en train de reprendre leur relation avec moi, qui est une relation de mère-fille autour du partage et de l'héritage, enfin de tout ce qu'on peut transmettre. Elles n'ont pas encore complètement accepté que je pouvais par moments avoir besoin d'aide. Mais au fond, c'est pas très grave. Et quant à mes amis, la relation... ils ont compris ce qu'ils devaient comprendre, et puis certains ont mieux compris que d'autres moins bien, mais ça n'empêche pas que je les aime. Hein. Donc ça va. Et si vous aviez un conseil à donner à des gens qui soit souffrent d'un handicap ou sont dans l'entourage de quelqu'un qui en souffre, qu'est-ce qu'il faudrait savoir pour se sentir mieux? Moi, je pense que j'ai un handicap, mais d'abord, je ne suis pas mon handicap, il ne me définit pas. Ça, je crois que c'est très très important. Je pense qu'il faut faire son deuil dans toute épreuve, mais là en particulier, et faire son deuil de la vie d'avant. Parce que si on passe son temps à avoir envie de ce qu'on faisait avant, par exemple, j'aimais bien danser le rock'n'roll, mais heureusement que j'ai bien dansé, parce que maintenant, c'est pas top. Et puis découvrir que je ne sais pas quel est le chemin, mais il y a toujours un chemin inexploré au bout de l'épreuve, et ce chemin, il prend la forme qu'elle doit prendre, peut-être pour moi l'écriture, mais c'est aussi de découvrir des nouvelles capacités, qui est pour moi certainement la capacité d'écrire, mais aussi, par exemple, j'avais peur de l'eau, j'avais une peur maladive de l'eau, et j'ai appris à l'hôpital, avec Claude François et mon kiné préféré, mais aussi là aujourd'hui dans la mer, à prendre du plaisir, à ressentir l'eau comme une amie et pas comme une ennemie. Et c'est une découverte formidable. Donc il y a d'autres choses. Il faut juste pas rester figé sur ce qu'on avait avant. Il faut pas regarder le passé, il faut pas regarder le futur. Il faut juste rester là, ici et maintenant. Et puis ne pas se sentir victime. On est victime de personne ni de rien. On est juste soi. Je ne sais pas si vous connaissez Katia Ganti. Non. Parce qu'en vous écoutant, ça me rappelle un peu sa propre aventure à elle. C'est une comédienne d'une trentaine d'années que j'ai interviewée pour un podcast il y a quelques mois, et elle s'est retrouvée un peu dans la même situation que vous, alors pas handicapée, mais avec une très grave maladie qui a dégénéré. Enfin, c'était une simple grippe qui a dégénéré en très grave maladie à l'hôpital, et ça a été un vrai choc pour elle, mais au moins ça lui a permis d'écrire elle aussi, d'oser franchir le pas. Je vais écouter votre podcast en tout cas, et puis essayer de la contacter. Ouais, pourquoi pas, hein, parce que vous aurez des choses à vous dire, je pense. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. Donc, chez Fauve Édition est paru le Roseau Penchant, histoire d'une merveilleuse opération. Merci Nadalette Lafonta-Six. Vous pouvez retrouver de nombreux autres podcasts Psychonoclast sur mon site jfmarmion.com. Merci d'avoir écouté.